Alors, l'inclusion numérique, c'est le sujet à la une de ce Tech Talk. Comment améliorer nos politiques publiques pour ne laisser personne à l'écart de ces transformations des services publics, des démarches administratives, mais aussi du marché de l'emploi. On a un indicateur d'une fracture qui existe, qui est bien là à travers le tout récent baromètre du numérique publié et dévoilé par Bercy. Et puis, on sait aussi que l'inclusion, c'est l'un des 3 thèmes prioritaires du volet numérique du Conseil pour la refondation. Donc, on va explorer ce thème ensemble avec Jean-Baptiste Mananti. Bonjour à nouveau. Bonjour. Vous êtes en charge des relations avec les élus et les organisations territoriales au sein du secrétariat général du Conseil national du numérique. Je rappelle que le CNUM, c'est une commission consultative placée auprès du secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Vous êtes aussi le copilote d'itinéraire numérique, qui est une démarche de stimulation du débat en local et qui a conduit le CNUM, le Conseil, à rencontrer les citoyens, les élus, les médiateurs aussi, les enseignants, les étudiants, les élèves à travers toute la France depuis l'été dernier. Et précédemment, vous étiez rapporteur pour le CNUM. Vous avez notamment piloté, je vais signaler celui-là, les travaux, la réflexion sur le numérique en santé et aussi sur celui relatif à la transformation de l'État. Nous avons également par Skype avec nous Garlane Nizon, chef de projet, formatrice au sein de la coopérative d'activité d'emploi Prisme. Garlane, vous êtes une actrice de la médiation numérique depuis de nombreuses années et encore aujourd'hui pour le compte du département de la Drôme où vous vous situez, je crois, aujourd'hui même, et pour l'ANCT, qui est l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Vous travaillez sur les sujets relatifs à la numérisation de la santé et au renforcement des modèles socio-économiques des structures de médiation. On va voir à quel point la médiation, c'est un point central dans cet objectif d'inclusion numérique. Et restez également avec nous autour de cette table, Lucie Breteau, cofondatrice de Melba, parce qu'on a fait un clin d'œil ensemble à la Saint-Valentin avec votre application. Vous pouvez également participer, bien sûr, à la discussion. Garlane, on va peut-être commencer ensemble. Bonjour. Bonjour. Je citais le baromètre du numérique 2022 du ministère de l'Économie. Il révèle notamment que les inégalités en compétences numériques s'accentue et on lit que les Français, parmi les plus vulnérables, non diplômés et âgés de 70 ans et plus, sont une majorité à ne pas avoir l'impression de gagner en maîtrise depuis ces 2 dernières années. Ce qui laisserait entendre quand même que cette fracture numérique qui se creuse ne concerne finalement que des très seniors ou des personnes précaires. Est-ce que c'est ce que vous constatez sur le terrain ? Alors absolument pas. Moi, il me semble justement que la fracture numérique, elle peut concerner tout le monde et qu'on a souvent tendance à avoir des clichés un petit peu qu'effectivement, c'est les seniors et les précaires qui maîtrisent pas le numérique. Or, on est tous potentiellement à un moment donné en risque de fracture numérique. Je m'explique. C'est quoi aujourd'hui être à l'aise avec le numérique quand on estimait avant le confinement qu'il y avait à peu près 13 millions de Français en difficulté avec le numérique, donc les chiffres de l'ANCT. Post-confinement, le Sénat a réétudié la question et est monté à 19 millions. Pourquoi ? Parce que ce qui semblait être des usages classiques avant le confinement était devenu, ce qui semblait être exceptionnel avant le confinement était devenu classique pendant le confinement. Et pareil au niveau du débit, ce qui nous semblait être suffisant, parce qu'éventuellement on allait sur Internet pour faire notre déclaration d'impôt, quand il a fallu avoir les enfants à l'école, à la maison et faire du télétravail, le débit était plus le bon. Moi, je m'interroge aussi sur quelle est la notion même de fragilité numérique. Aujourd'hui, est-ce que c'est essayer de se débrouiller, ce qui est déjà très bien, d'être autonome sur les usages, sur les déclarations d'impôts, sur toutes les démarches administratives et l'accès aux droits, ou est-ce que l'autonomie numérique, c'est aussi pouvoir décrypter un petit peu tout ce qui se trame autour de cette société de l'information, de la numérisation de la société, tous les enjeux qu'il y a derrière. Je ne suis pas sûre qu'on ait toute la population, moins 13 ou 19 millions de Français, qui maîtrisent ce qu'est l'interopérabilité, la portabilité, la souveraineté, etc. Donc c'est des sujets qui sont tellement variés et divers qu'effectivement on peut se poser la question de quand est-ce qu'on est en fragilité numérique ou pas, et qu'on l'est potentiellement tous à un moment donné, je crois. Voilà, donc merci beaucoup. Donc on sort du cliché quand même sur cette fracture numérique. Aujourd'hui, l'accélération de toute sa numérisation de la société et des services publics nous confronte tous à un moment ou à un autre à une fragilité, comme vous le signalez, Garlane. Jean-Baptiste, vous revenez d'une semaine de déplacement en région Grand Est pour itinéraire numérique dont j'ai parlé. Qu'est-ce que vous avez entendu, vous, sur le terrain en région ?
Eh ben, déjà, il y a ce sujet, mais Garland en parlait, du fait que c'est pas juste une question de démarche ou de dématérialisation. Et vous le disiez, c'est vrai qu'on en a eu un bon exemple tout à l'heure, le numérique est partout dans nos vies, que ce soit au travail, que ce soit quand on s'occupe de sa santé, que ce soit au niveau de la culture, de l'éducation, voire même de l'intime. Et donc, effectivement, qu'il y a ce besoin de pouvoir diffuser une culture numérique qui soit particulièrement large au sein de la société, qui ne soit pas juste la maîtrise des outils, mais la compréhension de tout ça. Et donc c'est ce qu'on essaye de porter aussi comme message, donc avec ces débats sous l'initiative Itinéraire numérique. La semaine dernière, on a beaucoup rencontré de jeunes publics, de collégiens, de lycéens, d'étudiants. On a beaucoup parlé d'un sujet qui est celui de l'économie de l'attention. Donc, comprendre comment fonctionnent les modèles économiques des plateformes qui captent notre attention et en tirent une valeur marchande. Ce qui ressort de tout ça, et ça pourra faire le lien aussi avec le baromètre du numérique dont vous parliez, c'est qu'on se rend tous compte, jeunes comme moins jeunes, parce que c'est aussi des débats qu'on a eus avec des personnes plus âgées, qu'on a tous déjà été un jour happés, attrapés par ça. On aime bien poser cette question en arrivant, qui pense ici qu'il a déjà passé trop de temps sur un écran. Généralement, il y a une forêt de mains qui se lève, et quand on est avec des jeunes, on pose aussi la question qui pensent que ses parents passent parfois trop de temps sur des écrans. Et généralement, c'est la même forêt de mains qui se lève. Intéressant. Et donc ça prouve ce besoin aussi d'en parler, parce que généralement la question qu'on pose ensuite, c'est est-ce que vous en avez parlé avec eux, est-ce que vous en parlez entre vous? Et là les mains se baissent généralement, et on a des échanges différents sur le fait que c'est compliqué d'aborder ces sujets-là, et donc on a besoin d'être outillé pour comprendre toutes ces transformations, tous ces impacts sur le quotidien. C'est pas parce qu'on utilise qu'on maîtrise, hein. Donc effectivement la frontière est intéressante. On voit dans ce baromètre encore qu'on est tous hyper connectés, hein, y compris les plus de 70 ans. Enfin voilà, maintenant ça y est, on est équipé de smartphones sur lesquels on passe effectivement beaucoup de temps. Pourtant 54% des Français, donc plus de la moitié, hein, éprouvent au moins une difficulté qui les empêche d'effectuer des démarches en ligne, et on est à plus 16 points par rapport à 2020, parce que c'est un baromètre qui est réalisé tous les 2 ans. Quelles sont vos explications à cette fracture numérique qui se creuse, Garland ? Je pense que quand on parle d'accès au droit, il y a plusieurs problématiques. Il y a déjà l'accès au numérique et la maîtrise du numérique, mais il y a aussi la compréhension du langage administratif et des rouages de l'administration française, qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Après, il y a une problématique aussi il y a de moins en moins de guichets. On a de moins en moins accès à une personne pour nous aider. C'est-à-dire que l'ordinateur, lui, c'est 0 ou c'est 1. Ça passe ou ça passe pas. Il connaît pas les situations un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Donc là, si on n'a pas une médiation humaine, eh ben on tourne en rond et on ne s'en sort pas. Et un des problèmes, je pense, est là aussi, et même les professionnels, hein, les travailleurs sociaux nous le disent, on n'a plus aujourd'hui accès à un humain dans l'administration. On va avoir des numéros verts, on va avoir des répondeurs, des chatbots, etc. Mais quand on sort de la situation, j'allais dire classique et ordinaire, eh ben on se retrouve en difficulté. J'aime souvent à dire l'anecdote, mais même l'ancien secrétaire d'État au numérique, Cédric O, s'est retrouvé en difficulté parce que sur un formulaire administratif, le formulaire avait décidé qu'un nom de famille ne pouvait pas contenir qu'une lettre. Donc là, c'est pareil, ça coince. Et l'ordinateur, il est comme ça, c'est oui ou c'est non. Et c'est souvent ça aussi la problématique, c'est qu'on a oublié qu'en parallèle de la dématérialisation, il fallait assurer un accompagnement humain pour justement ces situations difficiles. Est-ce qu'il y a d'importantes disparités en région, entre les régions en France ? J'ai pas de chiffres spécifiquement sur ce point-là, mais ce qu'on sait, c'est, enfin, vous parliez de publics particulièrement exposés. Alors c'est vrai, dans certaines zones peut-être plus rurales, il y a aussi des difficultés qui viennent s'ajouter en termes d'accès au numérique. Mais c'est peut-être la question de ces lieux dont parle Garland. Est-ce ces lieux de médiation, donc où on peut aller se référer à un humain finalement pour sortir d'une impasse numérique, est-ce que ces lieux on les trouve véritablement partout? Comment sont-ils déployés? Qui décide de la cartographie, je dirais, de la médiation numérique? Alors, il y a plusieurs dispositifs qui existent, hein. Il y a des dispositifs qui sont pilotés au niveau national, donc les fameux conseillers numériques France Service. Il y a des lieux qui s'appellent les maisons France Service. Il y a des programmes itinérants aussi, les bus France Service. Mais il y a aussi tout un réseau, un énorme réseau d'acteurs
de la médiation qui ne sont pas forcément liées à l'État, qui sont des structures locales, parfois associatives, parfois sous forme de tiers-lieux, et qu'on a eu beaucoup la chance de pouvoir rencontrer dans l'organisation de cette démarche et de ces débats, hein, puisque l'idée c'était vraiment de pouvoir s'appuyer et travailler avec ces structures qui rencontrent des publics éloignés ou non d'ailleurs du numérique quotidiennement. Et on ressent d'ailleurs quand on parle avec tous ces acteurs de terrain ce besoin de proximité. En fait, Ouais. il y a cette notion de dernier kilomètre qui revient souvent, c'est-à-dire pouvoir s'appuyer sur des structures qui vont faire ça. Et je prends un exemple, mais de bus itinérants, par exemple, qui vont aller dans les zones les plus rurales pour vraiment raccrocher les wagons. Sur cette question des lieux de médiation, est-ce qu'il y a une forte disparité en région, Garlanne-Nizon? Oui, je pense qu'il y a des régions qui historiquement se sont saisies de cette question-là un peu plus en avant que d'autres. Par exemple, il y a une longue histoire, notamment en Ardèche, sur la création de structures de médiation numérique. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est assez aussi ancien, et l'arrivée des conseillers numériques France Service a permis effectivement à des territoires de se saisir de ces questions-là. Après, c'est compliqué parce qu'il y a eu une période où on considérait que les gens étaient équipés, savaient faire. Et puis, il y a eu un point de bascule, à mon sens, ça a été la dématérialisation à 100% de l'inscription à Pôle emploi, où là, on s'est rendu compte que ça tombait pas vraiment sous le sens, hein. Tout le monde savait pas faire, tout le monde n'était pas équipé, il n'y avait pas forcément un débit suffisant partout. Donc, on a remis en place des structures qui avaient été au préalablement fermées, pourquoi pas. Mais effectivement, vous avez une disparité assez forte sur le territoire que l'État essaie de combler avec les dispositifs CNFS, Établissement France Service et autres, mais il y a des historiques qui sont très différents. Par exemple, en Drôme, là où je suis, c'est une politique qui est vraiment volontariste depuis plus de 15 ans, avec un soutien du département très fort aux structures, parce qu'il y a aussi une problématique de modèle économique, puisque il y a du renvoi vers, mais il n'y a pas forcément les financements qui vont avec pour pouvoir soutenir ces structures-là, avec des gens qui sont extrêmement polyvalents à l'intérieur, qui vont vous accompagner à la fois sur vos pratiques manipulatoires, l'accès aux droits ou les questions relatives à l'éducation, l'impact des réseaux sociaux, etc., etc. La recherche Avoir d'emploi. votre avis, parce qu'on parle de ces lieux de médiation avec le rôle de l'État pour impulser la création de ces tiers-lieux, mais les décisions qui se font au niveau des régions. Je voulais avoir votre regard sur les ateliers numériques de Google, parce qu'ils se déploient énormément. C'est une initiative privée qui vient d'un GAFAM. Est-ce que vous êtes plutôt à encourager justement ces initiatives, parce que ça vient en renfort au final de l'action de l'État et des politiques publiques, ou est-ce que vous dites attention, non, ça ne correspond pas au rôle que doit tenir un conseiller, quel est son officiel, un conseiller numérique France Service? Alors c'est une question qui est complexe. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il y a des acteurs privés, des grandes entreprises, donc vous avez cité Google, qui essayent de proposer des actions là-dessus. Mais ce qu'on essaie de porter aussi comme message, c'est vraiment qu'il y a tout un éventail d'acteurs différents. Et donc, il y a aussi des acteurs publics, parapublics, associatifs, tous les acteurs de l'éducation populaire aussi, et que il y a une mise en réseau, entre guillemets, importante de ces acteurs-là qui portent des solutions quotidiennes, qui portent des solutions qui sont axées sur, généralement, l'intérêt général et l'accompagnement des publics, et surtout qui sont des solutions de proximité. On insiste vraiment beaucoup sur cette notion. Donc vous nous dites c'est un maillage, tout ça finalement se complète, tous ces dispositifs. Garlanne-Nizon, vous pouvez réagir aussi à cette question, mais j'en avais une autre également sur la question de la dématérialisation des services publics. Est-ce qu'il faut continuer au même rythme? Est-ce qu'on peut accélérer ou est-ce qu'il faut freiner? Alors, je vais du coup répondre aux deux questions, si vous le permettez. Moi, il me semble que si on demande à Google d'assurer l'accès aux droits des citoyens, on aura loupé quelque chose. Est-ce que Google est le mieux placé, ou n'importe quel autre GAFAM, en ce qui concerne la neutralité vis-à-vis des outils ou la protection des données personnelles? J'ai quelques doutes. Maintenant, effectivement, s'il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre, mais ce serait bien que ce ne soit pas au détriment des acteurs existants.
Par rapport à la dématérialisation, pour moi, il me semble que la question n'est pas la dématérialisation en tant que telle, c'est quel accompagnement on propose aux usagers, comment on les aide à justement s'approprier ces outils, alors les outils de base et les outils d'accès aux droits, et comment est-ce qu'on réfléchit aussi à ne pas, on va dire, rendre en PDF ce qui était en formulaire papier. C'est comment on essaie d'être plus efficace et d'éviter d'avoir à ressaisir en permanence des outils, et surtout comment est-ce qu'on assure un plan B, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas, il y a la question de l'illettrisme, hein, c'est 7% en France, il y a la question des gens qui ne maîtrisent pas la langue, et on les fait perdre en autonomie, donc il y a toujours cette question de comment est-ce qu'on trouve un plan B, quoi. Quelle est la vision du CNUM sur ce sujet de l'inclusion numérique par rapport à l'accélération de la digitalisation de nos services publics ? Le terme d'accélération, c'est le bon, parce que tout ça est allé effectivement très vite. On peut tirer une analogie avec l'écriture. Par exemple, l'écriture a été inventée il y a des millénaires. On a des siècles de politiques publiques qui vont être liés à sa diffusion. Et pourtant, on a aujourd'hui toujours une part de la population qui est en situation d'illettrisme. Et pour le numérique, on a une révolution d'une ampleur phénoménale. On l'a vu, ça touche tous les pans de la vie. Et c'est des technologies qui n'ont entre guillemets que quelques décennies. Donc évidemment, on est allé très vite là-dessus et on a besoin de ce temps d'adaptation. Il faut freiner, il faut ralentir un peu sur la digitalisation des démarches administratives, par exemple ? Je ne sais pas si le sujet c'est de freiner. Il y a un sujet d'accompagnement. Vous avez un thème, un mot qui revient souvent dans les échanges qu'on a avec des citoyens dans le cadre d'itinéraires numériques qui nous parlent de ces sujets-là, de la dématérialisation, c'est est-ce qu'on a encore le choix ? On a plusieurs fois eu ces questions-là qui nous ont été posées par des citoyens, et c'est une question qu'on se pose effectivement encore aujourd'hui. Donc peut-être l'idée de garder le choix, en tout cas de garder cette médiation humaine. Une réaction, Lucie Breteau ? Oui, ce que je veux dire, c'est que le sujet spécifique de la numérisation des services publics, il touche en fait tout le monde, parce qu'on a beau être totalement à l'aise avec tout un tas de sujets dans le numérique. Quand on parle notamment, je sais pas, de Pôle emploi, on peut avoir ce stress de la partie publique, d'avoir peur de se tromper. Donc je pense que ça va au-delà de est-ce que j'ai accès ou non à Internet, à un téléphone, est-ce que je m'y connais. Quand on parle de service public, on peut avoir un stress supplémentaire de... Les démarches, ça peut faire peur, absolument. Et c'est là où, oui, effectivement, donc cette fracture numérique, en fait, elle n'existe que virtuellement en termes de type de population. Hein. Tout le monde, aujourd'hui, est concerné par ces questions. Garland, on va juste terminer pour une dernière question pour vous. Je voulais vous demander quels étaient les premiers enseignements, peut-être que vous pouvez tirer déjà de votre étude sur les modèles économiques des structures d'accompagnement des publics au numérique. Alors pour la question des modèles économiques, s'il n'y a pas un financement, aujourd'hui vous avez deux types de structures, hein. En gros, celles qui sont à 50% financées par le privé et par le public, et sinon c'est celles qui sont financées à, on va dire, 95% par le public. Aujourd'hui, on a un vrai problème de stabilisation de ces structures, et surtout des emplois et donc des compétences. Vous avez souvent des structures qui ont des difficultés financières et qui ne fonctionnent souvent par des appels à projets, donc avec une visibilité très courte, avec des questions de trésorerie qui sont très difficiles, et donc qui ont du mal à signer autre chose que des contrats parfois précaires. Et donc on a besoin de stabiliser les compétences, parce qu'un médiateur numérique, il va être compétent en technique, en pédagogie, en service public, en éducation, il va être extrêmement compétent, et pour pouvoir asseoir ces compétences-là, il faut du temps. Donc, il faut que les structures puissent voir sur le long terme. Donc, moi, j'appelle de mes vœux qu'on sorte un petit peu de l'idée d'appel à projet, qu'on soit plus dans une vision sur le long terme, avec des conventions d'objectifs et de gestion, pourquoi pas, avec des appels à commun, pour essayer de ne pas mettre les structures les unes en concurrence par rapport aux autres, parce que quand il y a un appel à projet, il y a une enveloppe qui, de toute façon, est finie à un moment donné, donc il y a des concurrences sur les territoires, alors qu'il y a un tel chantier, vu l'ampleur du chantier, il y a de la place pour tout le monde, il me semble. Donc il y a une vraie difficulté financière de ces structures. Il faut aussi arriver à mettre autour de la table des acteurs plutôt privés qui bénéficient indirectement des actions de médiation numérique. Je pense par exemple à tous ces services qui sont dématérialisés, qui ne relèvent pas du service public, mais je pense aux mutuelles, aux assurances, etc., qui indirectement bénéficient de l'action de la médiation numérique. Si quelqu'un ne sait pas faire sa démarche, effectivement, c'est un problème. Donc il va se tourner
l'effet guichet, là où il y a de la lumière, et c'est souvent dans la structure de médiation numérique qu'il va trouver sur son chemin. Donc, il va falloir que tout le monde prenne sa part aussi. Si on dématérialise, et on ne peut pas y avoir de dématérialisation sans accompagnement, et donc financier. Et donc financier, et bon, ça pose toujours la question de la manière dont on utilise les enveloppes de l'État. Peut-être juste un dernier mot sur donc ce Conseil national de la refondation qui a fait de l'inclusion l'un de ses 3 thèmes prioritaires. Si vous deviez avoir une phrase pour nous dire sur quoi il faut absolument avancer, Jean-Baptiste. Alors je vais peut-être vous décevoir, mais les travaux sont encore en cours, hein, donc dans le cadre de ce CNR qui est porté donc par l'ANCT, l'Agence de cohésion des territoires, et la MEDNUM, et donc dont les conclusions seront rendues au printemps. Donc on en saura plus à ce moment-là. Donc bon, vous voulez pas partager avec nous une petite piste, c'est pas grave, on vous réinvitera plus tard dans ce cas. Merci beaucoup à Garland Nison qui était avec nous, connectée depuis la Drôme, consultante en inclusion numérique. Merci à Jean-Baptiste Mananti, Conseil national du numérique, qui reste avec nous en plateau, et Lucie Breteau de Melba. Et voilà, c'était notre Tech Talk sur l'inclusion numérique. On va se retrouver juste après la pause. Cette fois, on va parler de ChatGPT, comment il nous propulse dans cette post-modernité et impose de nouvelles règles.